Le 13 novembre 1982, le boxeur sud-coréen Kim Do-koo affrontait le champion américain Ray Mancini. Bien que l'Amérique ait déjà écarté Kim avant le combat, il avait un excellent palmarès composé principalement de victoires par knockout. Le combat a duré jusqu'au bout. Les deux boxeurs étaient ensanglantés. Au 14e round, Mancini a mis Kim au tapis avec quelques coups. Il s'est relevé, mais l'arbitre a arrêté le combat pour Mancini par knockout technique, car Kim était très instable. Peu après le combat, Kim s'est effondré. Il a été emmené à l'hôpital où une hémorragie cérébrale massive a été diagnostiquée. Il a été opéré d'urgence pour tenter de réduire la pression avec des dérivations. 5 jours après, Kim était décédé. Après le combat, la mère de Kim, accablée par la perte de son fils, a bu une bouteille de pesticides et est morte. Mancini, rongé par la culpabilité et hanté par ce combat, ne serait plus jamais le même boxeur. Cela a également conduit la boxe à instaurer certains changements de règles. Les combats pour le titre sont passés de 15 à 12 rounds, avec de nouveaux examens médicaux avant le combat pour vérifier l'aptitude des boxeurs. Pour le monde extérieur, il semblait que la boxe avait pris conscience de ses dangers. Mais soit elle ne savait pas, soit elle ne se souciait pas de ce qu'était le véritable danger. Aujourd'hui, il existe une nouvelle étude alarmante sur l'électroconvulsivothérapie la plus complète à ce jour. Oh, quel choc, attention! Oh mince, McDonald! Fessy était en fait en train de lancer... Délancer! Oh! C'est... incroyable! Voici Mickey Ward, ancien champion des poids superlégers et célèbre pour certains des combats de boxe les plus éprouvants et brutaux de l'histoire. En 51 combats, il a remporté 38 victoires, dont 27 par knockout. Ward était un boxeur de pression. Il venait directement te faire face et essayait de t'assommer avec ses coups. Cela signifiait aussi qu'il était vulnérable. Pas que cela semblait avoir beaucoup d'importance, car Ward avait aussi une mâchoire d'acier. Voici Junior Seau. Ancien linebacker National Football League, membre du Hall of Fame et athlète respecté. Durant sa carrière intense en National Football League, il a réalisé 1849 plaquages. La National Football League est un sport extrêmement physique. Au fil de l'histoire, c'était plus brutal à cause des évolutions des règles, ce qui a empêché les gens de plaquer de certaines manières et a aussi introduit plus d'équipements de sécurité. Un très grand nombre de plaquages en National Football League impliquent sa main des collisions frontales. C'est pourquoi ils portent des casques de protection. Voici Bob Probert, ancien joueur professionnel de hockey sur glace. Bob était ce qu'on appelait un enforcé. Son rôle sur la patinoire était essentiellement d'intimider et de bousculer l'adversaire avec son style de hockey agressif et très physique. Si le joueur résistait aux mises en échec, il engageait une bagarre et le mettait knock-out. Quand il jouait pour les Detroit Red Wings, Probert disait que son rôle était de protéger le capitaine Steve Yzerman par tous les moyens. Rilderaldo Bellini, ex-défenseur central de l'équipe nationale brésilienne, a remporté la Coupe du Monde en 1958 et 1962. En 1958, il a été le premier vainqueur de la Coupe du Monde à soulever le trophée pour que les photographes le voient mieux. Depuis ce jour, chaque équipe gagnante de la Coupe du Monde a soulevé le trophée de la même façon. Voici Chris Benoit. Ancien catcheur professionnel, champion à plusieurs niveaux, il a diverti des millions de personnes à travers le monde en tant que compétiteur à la WWE avant de tuer sa femme et son fils, puis de se donner la mort. 5 personnes issues
de milieux apparemment totalement différents, avec des carrières totalement différentes, qui étaient toutes liées par une seule chose. Cette chose, au cas où vous ne l'auriez pas encore deviné, c'est l'encéphalopathie traumatique chronique. Si vous n'avez pas vu le film Concussion, vous devriez lui donner une chance. Il raconte l'histoire du docteur Bennett Omalu, un pathologiste qui a examiné les cerveaux de certains anciens joueurs de la National Football League, ce qui a révélé un énorme risque dont on n'avait pas parlé auparavant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'encéphalopathie traumatique chronique. L'encéphalopathie traumatique chronique est une maladie dégénérative du cerveau qui présente des symptômes vraiment horribles, dignes de véritables cauchemars, comme vous allez le voir. Cette vidéo examine également pourquoi nous ne connaissons pas cette maladie aussi largement que nous le devrions. Certaines des autres histoires que vous verrez et entendrez seront assez tragiques, et certaines remettront certainement en question votre notion du bien et du mal, ainsi que l'idée de responsabilité personnelle. Si vous n'êtes pas prêt à être bousculé, ne regardez tout simplement pas cette vidéo. L'électroconvulsivothérapie est en réalité connue depuis assez longtemps. Dès les années 1920, les boxeurs présentèrent des symptômes d'électroconvulsivothérapie. On appelait ça « ivresse du boxeur ». Après trop de coups à la tête, on avait du mal à parler et à fonctionner. La seule façon pour eux de gagner vraiment de l'argent, c'est d'affronter James Tonner. J.A. Milsbog a remplacé « ivresse du boxeur » par « démence pugilistique », jugeant le premier terme trop condescendant. On a constaté chez de nombreux anciens combattants un discours lent, une forte diminution de leurs capacités et de longues absences mentales. Ces boxeurs reconnus pour encaisser de nombreux coups et voir leur santé décliner ont fait supposer que la condition venait des coups excessifs. Malgré la reconnaissance de cette corrélation, aucune étude ni avertissement n'a été fait aux boxeurs. Je veux souligner qu'il existe des centaines d'histoires sur les symptômes de l'électroconvulsivothérapie entre 1900 et 1950, mais à cause des soins médicaux plus rudimentaires de l'époque, je ne vais pas m'y attarder, même si je les trouve valables. Je sais que les amateurs de boxe diront que la mauvaise qualité des soins explique l'état de ces personnes. Il est plus difficile de rejeter les preuves avec des exemples modernes, d'où mon insistance sur ce point. Avançons de quelques décennies jusqu'en 1949, et McDonald Critchley a rédigé un article intitulé « Punch Drunk Syndromes, the Chronic Dramatic Encephalopathy of Boxers », qui explorait plus en profondeur la condition, ses causes et ses symptômes, et lui a également donné son nom actuel. Ensuite, plus rien n'a été dit sur cette condition pendant longtemps, et elle était largement considérée comme un phénomène limité uniquement à la boxe. Nous revenons tout de suite. En 1990, une affaire plutôt étrange est apparue. Le docteur J.W. Roberts a publié dans The Lancet une étude sur le cerveau d'une femme de 76 ans récemment décédée. La raison pour laquelle cela a attiré l'attention des gens est que les chercheurs ont noté que les différents tests et scanners montraient des lésions dans le cerveau de Wilma, qui présentait ni le même profil morphologique et immunologique que celui qui n'avait été rapporté que dans la démence pugilistique. Elle avait une maladie que l'on pensait réservée uniquement aux boxeurs, sauf qu'elle n'avait jamais boxé. Il a aussi été noté que la patiente avait d'anciennes blessures à la tête, causant des oreilles en chou-fleur, signe de traumatisme répété, ce qui suggère que Wilma subissait des violences domestiques depuis longtemps. Elle a été retrouvée inconsciente chez elle, avec des ecchymoses à la tête et au visage ainsi que des côtes cassées. Son dossier médical révélait qu'elle avait 40 ans d'antécédents compatibles avec la démence.
C'était la première fois qu'un professionnel de santé ou un chercheur associait la démence pugilistique à une démence en dehors de la boxe. Mais ce ne serait pas la dernière fois. Mike Webster était un joueur de la National Football League qui a principalement joué pour les Pittsburgh Steelers. Durant sa brillante carrière, Webster a remporté de nombreux trophées hors cette trophée pour ses performances. Mike jouait au poste de centre, ce qui, si vous n'êtes pas fan de la National Football League, est un poste qui attire beaucoup d'agressivité et de gros chocs, car votre travail consiste essentiellement à vous placer devant le quarterback et à le protéger. Mike était considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs joueurs à son poste dans l'histoire de la National Football League. Il a joué une fois 150 matchs consécutifs, ne s'arrêtant que pour une luxation du coude, ce qui ne l'a écarté que pendant 4 matchs. Mike était très dur. En 16 ans de carrière, il a reçu des milliers de coups, souvent à la tête. Il s'est forgé une réputation si solide qu'on le surnommait Mike de Fer avant même que Mike de Fer ne soit Mike de Fer. Mike a eu une déchirure du cartilage au genou et a dû marcher avec des béquilles. Il s'est présenté à un match des Steelers, a jeté ses béquilles de côté et a joué quand même, puis il est simplement allé se faire opérer après. Cette image a fait de lui un héros sportif très célébré, l'incarnation même d'un vrai homme, un homme prêt à jouer malgré les blessures et à tout sacrifier pour la gloire de son équipe. Un guerrier. Après sa retraite, Webster est devenu une figure assez inhabituelle. Il souffrait de douleurs chroniques, d'amnésie et vivait dans son pick-up, bien que ses coéquipiers lui aient proposé de lui louer des appartements. Il séjournait parfois dans des hôtels payés par Dan Rooney, le propriétaire des Steelers, mais le plus souvent, Mike disparaissait et vivait comme un vagabond. Mike souffrait d'une douleur persistante dans ses muscles, ses os et sa tête, que même de puissants opioïdes ne parvenaient pas à calmer. Il a également développé une démence dès l'âge de 40 ans. Les choses que nous nous faisons les uns aux autres, d'accord ? Je ne sais même plus ce que je dis, je suis juste fatigué et perdu. Avec le temps, les symptômes d'amnésie et de démence se sont aggravés, ce qui lui a aussi causé une énorme anxiété et une dépression. Il devenait agressif et conflictuel, même avec ses amis, sans raison ou presque, et semblait avoir beaucoup de mal à contrôler ses émotions et ses réactions. Les gens le trouvaient en train de dormir dans sa voiture, non pas parce qu'il n'avait nulle part où aller, mais parce qu'il ne se souvenait plus comment rentrer chez lui, et parfois il était garé juste devant chez lui. En plus de douleurs intenses, de céphalées violentes, de dépression, d'amnésie et de perte de contrôle moteur, Mike subissait aussi une insomnie si sévère qu'il utilisait des pistolets électriques pour réussir à s'évanouir. Il souffrait beaucoup et n'avait pas dormi depuis des jours. Il m'a alors demandé, en plaisantant, « Sonny », puis il a sorti le pistolet électrique. Je lui ai dit, « Mike, ce n'est pas sain ». Il a répondu qu'il n'avait pas dormi du tout et m'a demandé de le taquiner ici. J'ai accepté. Oui, c'est mon héros, je vais faire tout ce qu'il me dit, alors je le taquine et il s'endort. Les médecins étaient étonnés que les sédatifs, somnifères, antidépresseurs et antidouleurs restent sans effet sur Mike, peu importe la dose. Son agressivité et ses longues absences ont entraîné la saisie de sa maison et le départ de sa femme. Son fils a dit l'avoir vu convulser à cause de sa condition, au point de se taser lui-même 10 ou 20 fois pour stopper cela. Mike a fini par vivre sans meubles avec son fils Garrett. Garrett a expliqué qu'il devait souvent tout organiser pour son père car Mike était généralement incapable, physiquement et psychologiquement, d'accomplir même les tâches les plus simples. Un week-end, Mike était pâle comme un fantôme et ses lèvres étaient violettes, mais il a refusé de laisser Garrett l'emmener à l'hôpital parce qu'il n'avait pas d'assurance. Il a finalement été hospitalisé, est tombé dans le coma puis est décédé d'une crise cardiaque. Il avait 50 ans quand il est mort. L'analyse de son cerveau a montré qu'il souffrait d'un cas très grave d'électroconvulsivothérapie.
Bob Probert a été sélectionné en 46e position lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 1983 par les Red Wings de Détroit. Presque tout son temps à Détroit a été consacré à faire respecter la loi sur la glace, c'est-à-dire à utiliser la force physique pour intimider les autres joueurs et les sortir de leur jeu, ou littéralement les mettre knock-out en se battant avec eux. En 1988, 5 ans après ses débuts professionnels, Probert avait déjà disputé plus de 30 bagarres et occupé la 6e place du classement Ligue nationale de hockey pour le nombre de minutes de pénalité en une saison. On avait dit à Bob que les Red Wings appréciaient sa violence et sa volonté de l'utiliser. Les foules l'acclamaient, les journalistes le célébraient et il en avait été récompensé financièrement. Bien que violent sur la glace, Bob était décrit comme très décontracté par sa femme. Il aidait les jeunes du quartier à jouer au hockey, offrait des billets de match aux enfants défavorisés et a même défié un jeune fan de rester sobre plus longtemps que lui pour l'aider à vaincre son addiction. En 1989, Probert a été arrêté pour possession de cocaïne, emprisonné et suspendu par la Ligue nationale de hockey. Finalement, il a été autorisé à revenir après avoir purgé sa peine, et à son retour, il est immédiatement retourné à ce qu'il faisait de mieux, continuant à utiliser son agressivité pour dominer ses adversaires jusqu'à sa retraite. À 40 ans, il a eu des pertes de mémoire et des sautes d'humeur. J'ai dit qu'il se souvenait des matchs d'il y a 15 ans, du joueur qui avait marqué ou des cartes au blackjack, mais incapable de dire ce qu'il avait pris au petit déjeuner ce jour-là. Quelques années plus tard, en zappant, Bob a vu un documentaire sur l'analyse des cerveaux d'anciens footballeurs. Les chercheurs avaient du mal à trouver des sportifs volontaires pour donner leur cerveau. Bob s'est alors porté volontaire. 6 mois plus tard, Bob est décédé d'une crise cardiaque. Il avait 45 ans. Après sa mort, l'analyse de son cerveau a montré qu'il souffrait effectivement d'électroconvulsivothérapie. Aaron Hernandez était joueur de National Football League chez les New England Patriots. Contrairement aux autres cités, il n'a pas eu une longue carrière. Sa carrière a duré 2 ans avant son arrestation et sa condamnation pour meurtre. Il existe un documentaire sur Netflix sur Aaron, donc je ne vais pas trop détailler, mais il a grandi avec un père violent, une relation difficile avec sa mère et a été agressé sexuellement par une babysitter très jeune. Il est devenu un joueur de football talentueux et on attendait beaucoup de lui. Dans sa jeunesse, un entraîneur du lycée a remarqué qu'Aaron Hernandez venait souvent à l'école avec des bleus autour des yeux, là où son père l'avait frappé lorsqu'il était ivre. Lors d'un match au lycée, il a été violemment percuté par un plaquage à l'aveugle, perdant connaissance et transporté à l'hôpital en ambulance. Tout au long du lycée et pendant son passage à l'université d'État de Floride, tous ceux qui le connaissaient le décrivaient comme sympathique, amusant et l'âme de la fête. Au lycée, il était un élève moyen avec un dossier disciplinaire irréprochable. Apprécié et talentueux, il cachait son homosexualité et sa consommation régulière de marijuana. L'entraîneur de la Floride voulait exclure Aaron Hernandez pour sa consommation de marijuana, mais le doyen l'a incité à le garder pour préserver la performance de l'équipe, car Aaron était un joueur clé. Après sa 3e année, Hernandez a été conseillé de rejoindre la National Football League, car il ne serait pas accepté à Florida State l'année suivante. Il a été sélectionné lors de la draft et a passé 2 ans à jouer pour les New England Patriots, où son comportement en dehors du terrain était souvent excusé en raison de son talent sur le terrain. Il se retrouvait constamment impliqué dans des altercations physiques et était interrogé à plusieurs reprises en lien avec diverses agressions. Ses coéquipiers des Patriots le trouvaient difficile et Tom Brady le jugeait dur à gérer. Hernandez est finalement reconnu coupable du meurtre d'Odin Lloyd et condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle dans le Massachusetts. Les Patriots ont résilié son contrat et retiré ses produits, dérivés des magasins dans les 90 minutes après son inculpation pour meurtre. Des entretiens en prison ont montré qu'Hernandez souffrait de fortes migraines depuis longtemps, le paralysant mentalement et provoquant des accès de colère, sans effet des antidouleurs. Peu après son incarcération, Hernandez a été retrouvé pendu à la fenêtre avec des draps. Il avait 27 ans.
L'analyse de son cerveau après sa mort a révélé qu'il souffrait d'un cas assez avancé d'électroconvulsivothérapie. Hildaraldo Bellini, footballeur brésilien, a mené le Brésil à 2 victoires Coupe du Mundo Amis, des victoires en Coupe du Monde. Reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs brésiliens, il était talentueux et apprécié de ses coéquipiers. Dans sa jeunesse, c'est son excellente lecture du jeu et sa conscience tactique qui lui ont valu d'être nommé capitaine de l'équipe nationale brésilienne. Son vrai don était son intelligence, malgré son talent avec ses pieds. Lorsque le danger pointait le bout de son nez et que son équipe était sur le point de concéder un but, il éteignait la menace avant même qu'elle ne commence vraiment, en sachant et en comprenant où et quand le danger allait apparaître. Les défenseurs au football ont tendance à jouer de la tête plus que n'importe quel autre poste, car ils essaient d'éloigner les attaquants, leurs tirs et les longues passes loin de leur but. À l'époque de Bellini, le ballon, cousu avec un laçage épais, possédait une zone très dure. Jouer de la tête avec ce ballon ancien, dur et lourd, lancé à 110 km/h pouvait parfois être douloureux. Bien qu'il n'ait jamais eu de blessure à la tête, Bellini a développé après sa retraite ce que l'on croyait être une forme précoce d'Alzheimer. Il avait des problèmes de mémoire, croyant souvent se trouver à une période antérieure de sa vie. Sa femme se rappelait qu'il avait déjà demandé à un taxi de l'emmener à l'entraînement à Sao Paulo. Il avait 50 ans et était retraité depuis environ 20 ans. Pendant des années, les problèmes de mémoire de Bellini étaient attribués à la maladie d'Alzheimer, mais après sa mort en 2014, les chercheurs ont reçu l'autorisation d'étudier son cerveau pour examiner les effets de la maladie d'Alzheimer sur la structure cérébrale, et ils ont été surpris d'apprendre qu'il ne présentait aucun des signes caractéristiques, ni aucune structure associée à la maladie d'Alzheimer dans ses tissus cérébraux ou sur ses scanners. Il est décédé à 83 ans et avait signalé ses premiers symptômes dans la quarantaine. L'analyse de son cerveau après sa mort a montré qu'il souffrait d'électroconvulsivothérapie. La lutte sportive est essentiellement un feuilleton conçu pour les hommes. Les histoires et les personnages sont majoritairement faux, et les combats sont chorégraphiés à l'avance. Tout cela est vrai. Cependant, les blessures causées sur le ring sont bien réelles. Il souffre de blessures graves, muscles déchirés, membres cassés, hémorragie interne, fracture du cou. La liste est longue. Le risque le plus courant associé au catch professionnel, c'est l'abus de stéroïdes et pour être tout à fait honnête, aucun de ces gars n'a obtenu une telle musculature naturellement. Il n'est jamais pas possible d'atteindre une telle musculature naturellement. L'utilisation de stéroïdes est courante. Chris Benoit, catcheur canadien, a rejoint la WWE en 2000 à la fin de l'ère Attitude. Benoit a passé des années à lutter au Japon et à l'Extreme Championship Wrestling avant de finir à la WWE. Ces deux franchises ont été connues pour leurs acrobaties à quad à haut risque, avec des catcheurs réalisant des cascades dangereuses bloquantes pour satisfaire la foule, ce qui explique sûrement pourquoi la WWE a rapidement recruté leurs talents. À l'UCWW, Chris a accidentellement cassé le cou d'un catcheur qui a changé de position en plein mouvement et elle est tombée sur sa nuque. Plus tard, Benoit, dévasté dans les vestiaires à l'idée d'avoir pu paralyser quelqu'un, montrait qu'il n'était pas un psychopathe et avait une conscience. À la WWE, il a répété les mêmes manœuvres spectaculaires et risquées, mais très divertissantes. Chris a gravi les échelons à la WWE et a remporté presque tous les titres. Il était talentueux, bien payé, populaire et célèbre. Mais tout n'était pas aussi rose en coulisses. En 2000, alors que Benoit rejoignait la WWE, Chris a épousé Nancy. 3 ans plus tard, elle a demandé le divorce en raison de son comportement agressif et destructeur, mentionnant qu'il cassait des meubles et la traitait cruellement, sans détails supplémentaires. Elle a ensuite retiré sa demande de divorce et ils sont restés mariés. En 2005, l'ami proche de Chris, Eddie Guerrero, a été retrouvé mort chez lui. Son journal évoquerait la difficulté à surmonter cette perte. En juin 2007, la WWE a demandé à la police de Géorgie de vérifier Benoit après son absence non signalée au travail. Les agents sont entrés dans la propriété et ont découvert les corps de Benoit, de sa femme Nancy et de son fils Daniel dans la maison.
Nancy était morte étouffée, il avait étranglé son fils puis s'était pendu. Les rapports toxicologiques ont révélé que Nancy avait dans son organisme des doses récréatives de Xanax et 2 antalgiques dérivés d'opiacés. Daniel avait également du Xanax dans son organisme, ce qui a amené les enquêteurs à penser que Benoît les avait tous deux drogués afin de les rendre plus faciles à maîtriser et moins susceptibles de résister. Il a ensuite pris des doses similaires avant de se donner la mort sur cette planète. Son rapport signalait aussi un taux légèrement élevé de testostérone synthétique dans son organisme. Le médecin légiste a aussi dit que la dose n'était pas assez forte pour provoquer un comportement violent. Le lien entre stéroïdes et comportement violent reste faible. Il est décédé à 40 ans. L'analyse de son cerveau après sa mort a révélé qu'il souffrait d'un cas extrêmement grave de électroconvulsivothérapie. L'histoire de la vie de Mickey Ward est le sujet du film Fighter avec Christian Bale et Mark Wahlberg. Ce boxeur champion était célèbre pour ses combats parmi les plus brutaux de l'histoire de la boxe. Après le combat contre Arturo Gatti, tous deux ont passé des semaines en centre de traumatologie tant ils étaient brisés. Mickey a pris sa retraite en 2003 et depuis, il entraîne des boxeurs dans sa salle de sport à Lowell. La plupart des boxeurs hésitent à lier leurs problèmes de santé à leur carrière sur le ring. Mohamed Ali et sa famille ont toujours affirmé que sa maladie de Parkinson est apparue dans la trentaine. N'avait aucun lien avec la boxe, même si les chances de développer la maladie de Parkinson aussi jeune sont extrêmement faibles et que 90% des cas de Parkinson commencent à présenter des symptômes après leur 50e anniversaire, alors qu'on disait qu'Ali avait des symptômes dans la trentaine. Une chose assez remarquable chez Mickey, c'est à quel point il est franc au sujet de l'état dans lequel la boxe l'a laissé. Eh bien, vous savez, on m'a diagnostiqué des signes d'électroconvulsivothérapie. C'est terrible. C'est comme si ça vous rendait presque nauséeux. C'est comme un coup à l'arrière de la tête sur le côté et vous vous sentez vidé toute la journée. Voyez, vous... Ils ne savent pas à quel point c'est grave pour vous, mais ils voient si vous en montrez des signes. Le docteur Robert Cantu du Boston Medical est mon médecin. Et Chris Nowinski aussi. Vous savez... Je vais bien. J'essaie de l'être. Je mange plutôt bien. Je ne bois plus bien. C'est bien pour vous. Oui, à cause des maux de tête que j'ai à cause du scanner, et si je bois, laisse tomber, tu sais. Des céphalées intenses résistantes aux antidouleurs, des troubles de mémoire et des nausées nocturnes récurrentes. Mickey n'avait jamais de maux de tête, ni de nausées après ses combats éprouvants sur le ring, mais maintenant cela lui arrive plusieurs fois par semaine et l'intensité ainsi que la fréquence augmentent avec le temps. Ce qui l'inquiète pour sa santé future. Il n'y a qu'un seul joueur dans toute la conférence qui a été sélectionné à l'unanimité pour le Pro Bowl. Junior Seau. Oh mon Dieu! Madame, mon petit ami s'est tiré une balle. Respirez profondément pour moi. C'est bien votre petit ami? Oui. Savez-vous s'il respire? Je ne crois pas. D'accord. Où est l'arme? Là. C'est votre petit ami? Oui. Vous savez s'il respire? Je crois pas. D'accord, où est l'arme? Elle est juste à côté de lui, dans la salle de bain. Comment s'appelle votre petit ami? Junior. Seau, oui, c'est Junior Seau. Junior Seau. Après la Première Guerre mondiale, de nombreux anciens combattants sont rentrés chez eux pour tenter de vivre heureux et paisiblement. Cependant, de nombreux anciens combattants ont rencontré des difficultés à leur retour. Bien qu'ils se retrouvaient dans des environnements plus sereins avec leurs proches, ils se rendaient en compte qu'ils ne pouvaient pas se détendre et se sentaient continuellement et de plus en plus nerveux. Leurs mains tremblaient et ils avaient de violents maux de tête qu'aucun antidouleur ne pouvait soulager. Certains d'entre eux commençaient également à perdre rapidement la mémoire, à perdre le contrôle de leurs émotions et à avoir une chronologie très confuse et désordonnée. Ils souffraient de troubles de l'humeur et avaient aussi de longues périodes d'insomnie. À l'époque, on appelait cela le choc des obus, et on l'attribuait aux effets psychologiques d'être sur les champs de bataille, où les explosions constantes, dues aux bombardements répétés et continus du sol autour d'eux, étaient les monnaies courantes. Après la Seconde Guerre mondiale, on a remplacé le terme par « réaction au stress du combat » et suggéré que les soldats simulaient pour éviter le conflit et une future mobilisation.
Après la guerre du Golfe, les soldats sont revenus avec les mêmes symptômes. À cette époque, la psychologie a introduit le terme « syndrome de la guerre du Golfe » pour décrire ces symptômes, mais le lien expliquant pourquoi tant d'anciens militaires souffraient de maladies invalidantes, de violences et de perte de mémoire n'était toujours pas établi. Peu de recherches existent, mais certaines études révèlent que la violence domestique et les problèmes d'abus d'alcool et de drogue augmentent chez le personnel militaire après le déploiement. Longtemps, la médecine et la science n'ont pas su expliquer pourquoi cela arrive, ni pourquoi certains patients ne réagissent pas aux médicaments contre la douleur et les troubles de l'humeur, quel que soit le dosage. Footballeurs, catcheurs, hockeyeurs, boxeurs, victimes de violences domestiques et anciens soldats, tous partagent un même lien dans leur état de santé et leurs symptômes. La violence. Leur lente descente dans la torture mentale et physique, à laquelle la médecine ne semble pas avoir de réponse, est causée par l'encéphalopathie traumatique chronique. Mais qu'est-ce que l'encéphalopathie traumatique chronique ? L'encéphalopathie traumatique chronique est une maladie dégénérative du cerveau causée par des coups répétés à la tête au fil du temps. Les recherches actuelles estiment que c'est la répétition, plus que la force des coups, qui pose problème. Il est plus probable de développer l'encéphalopathie traumatique chronique à cause de coups légers, répétés, que de quelques coups très violents. Voici un cerveau normal. Voici un homme âgé atteint de la maladie d'Alzheimer et voici un homme âgé atteint de la maladie de Parkinson. Maintenant, celui-ci est un cerveau atteint d'électroconvulsivothérapie. Si cette image ne vous fait pas peur, je suppose que c'est parce que vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous regardez. La science n'étudiant sérieusement cette condition que récemment, aucun mécanisme d'action solide n'a encore été proposé pour cette maladie. Mais il est proposé que lorsqu'une force externe frappe le crâne, cette force se propage ensuite à travers le liquide céphalorachidien. Le liquide ne peut pas se comprimer car il n'y a pas d'espace, donc la force est transférée à travers le liquide et dans les cavités du cerveau, appelées les sillons. Cela cause une déchirure et un cisaillement des tissus. Cela libère des protéines Tau dans le compartiment vasculaire et le liquide céphalorachidien. Les protéines déclenchent alors une réponse immunitaire, indiquant essentiellement au système immunitaire d'attaquer son propre cerveau. Cela bloque aussi les vaisseaux sanguins, coupant l'apport à certaines zones du cerveau, provoquant leur mort. C'est ce que vous voyez sur cette image ici. Ce cerveau n'a pas simplement rétréci, une partie était réellement morte. À chaque coup, cela arrive 2 fois. D'abord à l'impact, puis quand la tête bascule dans l'autre sens, puis ça s'arrête. Et encore du côté opposé du cerveau, lorsque la tête revient à sa position d'origine. Les coups d'impact moyens ou faibles causent l'électroconvulsivothérapie en raison de leur effet cumulatif. Chaque choc peut causer cet étirement, la déchirure des sillons et une accumulation locale de protéines Tau. Chaque coup s'accumule de plus en plus. Et un facteur clé expliquant pourquoi cela est plus fréquent avec des coups légers répétés, c'est que lorsque vous recevez un coup violent, cela provoque des problèmes cliniques. Vous êtes mis knock-out puis emmené pour des soins médicaux. Si vous subissez une commotion cérébrale et recevez une aide médicale, vous êtes retiré de la situation dangereuse car vous réalisez qu'il y a eu un problème. Mais lorsque les coups tendineux sont faibles et ne produisent aucun symptôme clinique immédiat observable, vous continuez à jouer, accumulant de plus en plus de micro-déchirures dans votre tissu cérébral, accumulant petit à petit cette protéine Tau très nocive dans votre cerveau qui va lentement et littéralement étrangler l'apport sanguin, ce qui entraînera la mort de certaines parties de votre cerveau. Là, elle reste dans votre cerveau, poussant le système immunitaire à attaquer les structures proches et à dégrader lentement le tissu. Vous ne remarquerez aucun problème jusqu'à l'apparition des symptômes, et à ce stade extinstérine, il sera déjà trop tard d'environ 10 ans.
L'électroconvulsivothérapie est classée en 4 stades, le premier étant celui avec le moins de dégâts dégénératifs, et le quatrième correspondant au niveau le plus élevé de dommages dégénératifs. Le stade 1 montre une légère accumulation de protéines tau près du lobe frontal et du sommet, limitant les vaisseaux sanguins et provoquant un léger rétrécissement du cerveau. Il n'y a que des symptômes légers, maux de tête, légère confusion et brefs étourdissements. Au stade 2, les protéines tau commencent à endommager le lobe frontal. Cela entraîne des problèmes de contrôle de l'impulsivité, une incapacité à maîtriser la colère, une certaine perte de mémoire et un très mauvais jugement. Au stade 3, la protéine tau s'étend et touche les zones temporales du cerveau. Cela touche l'hippocampe et l'amygdale, zones cérébrales responsables des réactions de peur, de l'apprentissage et de la mémoire. Cela provoque démence, troubles de la parole, tremblements, vertiges, dépression, idées suicidaires et agressivité accrue. Au stade 4, la protéine tau a envahi tout le cerveau, bloqué les vaisseaux sanguins, réduisant sa taille de moitié. Il devient fragile, très déformé, avec de grands trous partout. Cela provoque les mêmes symptômes que le stade 3, mais aussi de forts maux de tête, une incapacité à avaler, des épisodes extrêmes d'amnésie. De plus, les médicaments contre la douleur et la sédation sont inefficaces chez les patients électroconvulsivothérapie à cause de leur action cérébrale. Quelle que soit la douleur d'un patient électroconvulsivothérapie, elle ne peut être stoppée. L'insomnie dont il souffre ne peut pas être traitée avec des médicaments pour les faire dormir. La dépression ou l'anxiété n'est pas influencée par les médicaments, car ceux-ci agissent sur divers neurotransmetteurs cérébraux également touchés par l'accumulation de protéines tau. Actuellement, l'électroconvulsivothérapie ne peut être diagnostiquée de façon certaine qu'en disséquant le cerveau après le décès et en identifiant les dépôts de protéines. Un scanner encéphalopathie traumatique chronique ou une IRMF peut détecter des déformations cérébrales, mais à ce stade, c'est déjà trop tard. Cela n'est pas non plus définitif, car d'autres troubles dégénératifs du cerveau comme la maladie d'Alzheimer présentent à la fois des similitudes de symptômes et de structures. Il était donc très facile de poser un mauvais diagnostic. Au stade 1, il est presque impossible de détecter quoi que ce soit, car aucune structure n'a été déformée et rien n'apparaîtra sur un scanner. Les symptômes sont également assez légers pour que vous les écartiez facilement en pensant à des maladies courantes comme la grippe, des maux de tête ou toute autre affection bénigne. Au stade 2, vous risquez de diagnostiquer le problème comme un trouble mental, de le traiter et de prescrire en pensant pouvoir gérer la maladie ainsi. Au stade 3, le médecin suspectera sans doute une altération des fonctions cérébrales ou un trouble et vous prescrira un scanner. Ils peuvent alors diagnostiquer Alzheimer ou Parkinson, car ces maladies ressemblent à l'électroconvulsivothérapie sur un scanner. Au stade 4, il est très probable que vous deviez être placé en institution ou nécessiter des soins 24 heures sur 24, car vous ne serez plus que l'ombre de vous-même. Le diagnostic de l'électroconvulsivothérapie est très difficile car les symptômes cliniques se recoupent avec deux affections cérébrales dégénératives très similaires, la maladie d'Alzheimer et celle de Parkinson. La maladie d'Alzheimer touche presque universellement des personnes de plus de 65 ans, avec une infime minorité qui la développe précocement dans la quarantaine. La maladie de Parkinson débute souvent après 50 ans, quelques cas apparaissant dès la quarantaine. La maladie de Parkinson est surtout connue grâce à Michael J. Fox et Mohamed Ali, tous deux diagnostiqués. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent souvent gérer certains symptômes avec des médicaments, comme Michael J. Fox, dont les symptômes ont été atténués par le traitement. Le traitement de la maladie de Parkinson cible les neurotransmetteurs cérébraux. Mohamed Ali a beaucoup souffert de la maladie de Parkinson. Certains médicaments ont réduit ses tremblements et amélioré ses mouvements, mais n'ont pas aidé pour la perte de mémoire ni les problèmes d'élocution. Cela pourrait être parce qu'à l'invention de ces médicaments, son état était déjà trop avancé. Mais si la raison pour laquelle Ali ne réagissait pas comme les autres patients était qu'il n'avait pas la maladie de Parkinson, mais plutôt une encéphalopathie traumatique chronique, officiellement, on lui a diagnostiqué une maladie de Parkinson précoce, ce qui n'est pas impossible. Il y a des personnes qui la développent jeunes, mais c'est extrêmement rare. Ali, ses proches, sa famille et ses médecins affirment qu'il s'agissait
de la maladie de Parkinson. Leur argument s'appuie sur sa réponse à un médicament contre Parkinson, des scanners de 1995 et des examens physiques. Ali a refusé de donner son cerveau à la science pour qu'il puisse vérifier la présence d'électroconvulsivothérapie, ce qui est actuellement la seule façon définitive de le savoir. Leurs données ne sont pas concluantes et les médecins reconnaissent que le médicament n'a pas amélioré sa mémoire ni ses troubles de l'humeur. Perte de mémoire et troubles de l'humeur sont aussi des symptômes plus rares de la maladie de Parkinson et Ali n'a jamais reçu de diagnostic de démence parkinsonienne. Les symptômes de l'électroconvulsivothérapie ressemblent à ceux de la maladie de Parkinson, mais les troubles de la mémoire et de l'humeur sont plus fréquents avec l'électroconvulsivothérapie. Il est plus courant que l'électroconvulsivothérapie touche des personnes plus jeunes. En fait, cela concerne principalement des personnes âgées d'environ 35 à 45 ans. Une corrélation existe entre la maladie de Parkinson et les traumatismes crâniens, qui augmentent le risque de Parkinson d'environ 50%. Dans l'électroconvulsivothérapie, c'est 100%. C'est-à-dire que 100% des cas d'électroconvulsivothérapie impliquent un traumatisme crânien. Et considérons quand cela a commencé à affecter Ali. Les premiers symptômes ont été détectés vers la mi-trentaine, soit environ 6 ans après son combat brutal contre Joe Frazier. Un combat au cours duquel Ali a reçu des coups répétés à la tête de l'un des crochets gauches les plus puissants de la boxe, qui a finalement mis Ali au tapis. Un combat qu'Ali lui-même a décrit comme le plus proche de la mort qu'il ait jamais été. Avant ce combat, Ali recevait rarement beaucoup de coups en raison de son excellent jeu de jambes et de ses réflexes, ce qui lui permettait d'esquiver les coups assez efficacement. Mais une période loin de la boxe, pendant laquelle il a été banni, lui a coûté sa vitesse et ses réflexes à cause du manque de compétition. Lorsqu'il est revenu pour affronter Frazier à 29 ans, il était beaucoup moins mobile qu'à ses débuts et a donc encaissé de nombreux coups à la tête lors de ce combat. Peu de temps après, les gens commenceraient à remarquer qu'Ali commençait à bafouiller ses mots. Floyd Patterson et d'autres boxeurs ne participent pas. Ils gagnent 1 million, achètent une Rolls-Royce, une belle maison et prennent une femme blanche. Oui, si je pouvais découvrir la fontaine de Jouvence et remonter 5 ans en arrière, j'aurais un peu plus d'énergie à 37 ans. Ces gars-là, je suis plus rapide. Je débute à peine, je suis au top. À 22 ans, un M88, je vais plus vite, mon argent, Monroe. Il n'y a pas de vrai poids lourd. Les médecins du ring ont observé lors des examens d'avant-combat des troubles cognitifs et des mouvements non coordonnés. Sa célèbre répartie rapide a aussi commencé à disparaître. C'est un déclin très rapide en si peu de temps, et la maladie de Parkinson met généralement 10 à 20 ans pour progresser jusqu'à ce stade. Il est fort probable qu'Ali ait eu une forme extrêmement rare de Parkinson avec une évolution très rapide. Mais selon les preuves, l'électroconvulsivothérapie est l'explication la plus appropriée. Mais si c'était l'électroconvulsivothérapie, pourquoi tous affirmeraient-ils avec autant de force que c'était la maladie de Parkinson ? La maladie de Parkinson a une forte composante génétique, souvent liée à des antécédents familiaux et probablement transmise. Pourquoi cela importerait-il pour Ali sans antécédents familiaux de Parkinson ? La réponse à la question de savoir pourquoi tout le monde disait qu'Ali avait la maladie de Parkinson, c'est que si c'est la maladie de Parkinson, ils peuvent blâmer la génétique. Si c'était l'électroconvulsivothérapie, ils doivent admettre que la boxe est le problème. Mais je ne veux pas m'en prendre uniquement à la boxe ici. Le hockey sur glace a aussi une histoire de déni de l'électroconvulsivothérapie. Longtemps, ils refusaient d'admettre que les coups à la tête et les bagarres posaient problème. Il a fallu que le meilleur jeune joueur depuis Wayne Gretzky subisse plusieurs commotions et manque près de 2 ans de match pour que la Ligue reconnaisse enfin que la violence au hockey était un problème à considérer. Au fil des années, depuis que l'électroconvulsivothérapie est devenue un phénomène plus largement connu, d'anciens joueurs qui n'étaient même pas des forces physiques ou vraiment agressifs, comme Henri Richard ou Stan Makita, ont vu leur cerveau étudié après leur mort. Tous deux avaient lutté contre la démence pendant la majeure partie de leur vie après le hockey, et tous deux présentaient un stade 3 d'électroconvulsivothérapie acquis en jouant au hockey. Je ne crois pas qu'il y en ait eu d'après tout ce qu'on m'a dit, et si quelqu'un a des informations contraires, nous serions heureux de les entendre. Hormis quelques preuves anecdotiques, il n'y en a pas eu. Concluant, les... Peu importe le président de la Ligue nationale de hockey, tous nient le lien entre violence au hockey et lésions cérébrales à long terme.
Parce que si on enlève la violence du hockey, on pense qu'il serait moins populaire. Les gens apprécient le côté physique du sport. Le supprimer réduit aussi les revenus de ceux qui en bénéficient. La National Football League a fait quelque chose d'encore pire. Lorsque Bennett Omalu a essayé pour la première fois de publier ses découvertes, la National Football League a activement mené campagne contre lui et a qualifié ses recherches de pseudosciences. Ils l'ont forcé à quitter son emploi et présenté comme l'homme voulant éliminer la National Football League. Ils ont douté de ses qualifications car il venait du Nigeria, alors qu'il avait obtenu la majorité de ses 7 diplômes avancés aux États-Unis. Ils ont tout fait pour le discréditer pendant presque une décennie. Ce n'est qu'en 2009 que la National Football League a reconnu un possible lien entre la violence du football américain et les maladies cérébrales chez les anciens joueurs. En 2016, quand le Congrès a interrogé le vice-président santé et sécurité de la National Football League sur le lien entre football et électroconvulsivothérapie, il a reconnu que la National Football League admet qu'une carrière dans ce sport peut causer l'électroconvulsivothérapie. Voyez-vous un lien entre le football américain et les troubles cérébraux dégénératifs, comme l'électroconvulsivothérapie? Les recherches du Dr. Ricci révèlent que plusieurs anciens joueurs de la National Football League ont l'électroconvulsivothérapie, donc la réponse est oui. Ils ont mis 40 ans à l'admettre. Même un sport aussi peu agressif que le football connaît un problème croissant avec la maladie d'Alzheimer, les anciens joueurs étant 3,5 fois plus susceptibles de la développer. On parle dans le football d'une crise, de nombreux anciens joueurs s'inquiétant de développer cette maladie. Par le passé, le sport a cherché à la qualifier de démence et à la relier à la génétique, tout comme la boxe l'a fait. Cela change aujourd'hui grâce aux anciens joueurs qui ont fait don de leur cerveau à la science après leur décès. Et on a découvert qu'ils présentaient différents stades d'électroconvulsivothérapie. J'ai résisté à parler de l'UFC jusqu'à présent, parce que l'UFC est un peu différent des autres. Bien qu'il y ait une résistance face aux diagnostics médicaux, avec même l'ancien champion BJ Penn, qui affirme que l'électroconvulsivothérapie est une invention, c'est l'une des choses les plus stupides que j'ai jamais entendues de ma vie, et pourtant j'ai passé beaucoup de temps sur Twitter. Dans l'ensemble, l'UFC a en fait essayé de traiter le sujet un peu plus sérieusement et ouvertement que pratiquement n'importe quel autre sport. Cela s'explique en grande partie par ses débuts. Au départ, l'UFC était incroyablement brutal. Voici un combat où un coup de pied si violent a fait voler les dents d'un combattant jusque sur la table des commentateurs. Lorsque le sport a commencé à se faire connaître pour sa violence et que le gouvernement a commencé à parler d'interdire l'UFC dans tous les États, les responsables ont compris qu'ils avaient le besoin de réglementation pour éviter l'interdiction. Ils ont donc mis en place des mesures de sécurité pour éviter le bannissement. Quelques années plus tard, Dana White rachètera le sport et d'autres modifications des règles seront introduites pour des raisons de sécurité, des changements qui ont également été approuvés par d'autres organismes de régulation. Même le sénateur John McCain, principal opposant de l'UFC et meneur du mouvement pour interdire ce sport, a approuvé ces changements de règles. Je crois que vous avez même envisagé d'interdire les arts martiaux à un moment. Ces sports vous plaisent-ils? Vous y habituez-vous? Très populaires. Et ils se sont énormément améliorés. En fait, le combat ultime maintenant n'est pas tellement différent de la boxe. Donc ils ont beaucoup changé. Au début, c'était des combats de coqs humains, c'est vrai. À quel point penses-tu que ces critiques étaient justifiées à l'époque? Je pense que c'est tout à fait justifié. Ne l'a pas fait. Nous n'étions pas en désaccord avec McCain ou avec les autres personnes. En dehors de l'île du combat, un grand article sur Spencer Fisher est sorti cette semaine. Il a rendu public, je pense, que tout ce qu'il a affronté peut être une encéphalopathie traumatique chronique. Écoutez, nous apprenons tous chaque jour des choses sur les blessures au cerveau. Vous savez, nous avons investi dans le centre Roubaud. Il n'est pas le premier et il ne sera certainement pas le dernier. Je veux dire, c'est un sport de contact. Et toute personne qui a déjà fait ça plus jeune, moi y compris, doit faire face à des problèmes cérébraux. C'est juste, ça fait partie du métier. Intéressant d'observer la réaction de l'UFC et de Dana White. Parce qu'il n'y a absolument aucun déni de leur part.
Et même s'il pourrait en faire plus, le fait qu'il ne nie pas l'existence du problème, contrairement à tous les autres sports, et qu'il prenne aussi, il faut l'admettre, quelques petites mesures pour l'atténuer, mais c'est positif, parce que c'est une organisation très jeune. Aucune résistance institutionnelle au progrès ou au changement de règles. Dans chaque sport, un conservateur affirme que modifier les règles va tout gâcher. Il ne se soucie pas vraiment du risque pour l'athlète, ou du moins il se soucie plus de gagner de l'argent que du risque pour l'athlète. Je ne suis pas vraiment fan de l'UFC. Je n'y suis pas opposé idéologiquement d'aucune manière. Je ne trouve pas cela si divertissant, malgré mon passé en arts martiaux. Mais je reconnais à l'UFC le mérite d'avoir affronté le problème et tenté de le comprendre. L'UFC compte de nombreux combattants souffrant de lésions cérébrales et a un devoir de diligence envers tous, passé, présent et futur, pour comprendre les risques. J'aimerais simplement que d'autres sports accordent à ce problème la même importance et la même considération. Je pense qu'il est important de comprendre ce qu'est l'électroconvulsivothérapie du point de vue de brefs fragments d'une histoire plus vaste pour bâtir un avenir riche et unique. En tant qu'êtres humains, nous avons tendance à nous détacher des événements auxquels nous ne sommes pas liés. C'est pourquoi beaucoup peuvent regarder des émissions ou publicités sur la faim sans réagir. Peu importe ce que tu m'as fait, ça m'arrive encore car j'y pense sans cesse. Ce mécanisme vise à limiter notre traumatisme. Mais beaucoup de gars là dehors ne se rappellent même plus leur nom ou. Sans hésiter, Steven regarde lentement et délibérément droit dans le détecteur. Au début de cette section, je vous ai posé une question. Quel est ce nombre final? Si cette section vous a laissé confus, irrité, frustré, alors vous avez eu un très bref aperçu de la vie quotidienne d'une personne atteinte d'électroconvulsivothérapie. Ce qui aggrave les choses, c'est que c'est une maladie dégénérative. Donc peut-être qu'au début, vous êtes juste un peu oublieux et que vous avez de temps en temps mal à la tête, mais avec le temps, de plus en plus de symptômes apparaissent, de plus en plus fréquemment et de plus en plus sévèrement, au point où vous pourriez en arriver à penser qu'il vaut mieux mettre fin à vos jours que de vivre avec cette maladie. À condition d'avoir encore la capacité mentale de se suicider. À ce stade, vous pourriez être cognitivement incapable. Les patients atteints d'électroconvulsivothérapie ont 67% plus de risque de dépression. Ils ont 56% plus de risque de tenter de se suicider et 27% d'entre eux mettent réellement fin à leur jour pour arrêter leur souffrance. Rappelez-vous, aucun médicament ne peut aider. Aucun antidouleur ne supprime la douleur, aucun régulateur d'humeur n'efface le désespoir et l'angoisse. Il n'existe aucun médicament qui aide à reconstruire votre mémoire. Aucun médicament ne prévient l'accumulation de la protéine Tau, ni aucune chirurgie n'en inverse les effets. C'est un effet stochastique. Une fois que cela arrive, on ne peut plus revenir en arrière. Un des malentendus sur cette condition est de la comparer à une fracture du crâne ou à un tendon rompu. Il y a la blessure, puis une période de guérison, puis une période de récupération sportive, et ensuite tout va bien. Mais le processus de l'électroconvulsivothérapie ne guérit jamais. Jamais. Chaque coup déchire le tissu cérébral et libère la protéine Tau alentour. Cette protéine ne disparaît jamais. Pour simplifier, imaginez que cette ligne représente les symptômes d'Alzheimer. Après l'électroconvulsivothérapie, chaque coup remplit cette barre. Certains coups la remplissent plus vite que d'autres. Mais chaque coup, sans exception, remplit cette barre et elle ne se vide jamais. Puis, un jour, il y a trop de protéines Tau dans votre cerveau et cela coupe l'apport sanguin à certaines parties de votre cerveau. Meurt et il rétrécit. Maintenant, soudainement, vous ne pouvez plus prendre soin de vous-même et cette carrière qui vous a apporté tant de gloire devient quelque chose dont vous ne pouvez même plus vous souvenir. Nous avons tous des limites différentes à cause de notre génétique. Mais ne vous y trompez pas, tout le monde a cette limite.
Il est facile de comprendre pourquoi les grands noms du sport et leurs instances dirigeantes n'ont que peu ou pas d'intérêt à changer quoi que ce soit, ou même à admettre qu'il y a un problème. Beaucoup d'argent est en jeu, qu'ils risquent de perdre en changeant les choses. Mais pourquoi les gens pratiquent-ils ces sports alors qu'il y a un risque assez élevé de subir des lésions cérébrales avant d'avoir 40 ans? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Le biais d'optimisme est un mécanisme psychologique dans lequel la personne concernée croit toujours que de bonnes choses lui arriveront et que les mauvaises ne lui arriveront pas. C'est extrêmement courant. Environ 1 milliard de personnes adoptent ce biais chaque jour lorsqu'elles fument, même s'il existe un risque assez élevé de cancer. Des millions de joueurs parient chaque jour en pensant qu'ils vont gagner. Beaucoup de combattants croient aussi que ça ne leur arrivera pas. Beaucoup de combattants pensent être assez bons pour que cela ne leur arrive pas. Cependant, même le plus grand boxeur de tous les temps a souffert de lésions cérébrales dues à la boxe. Même en acceptant le diagnostic officiel de la maladie de Parkinson, ces médecins reconnaissent que la boxe y a contribué. Des talents générationnels comme Sidney Crosby ont eu des problèmes avec cela, et même des footballeurs faisant partie des 2% les meilleurs à leur poste. En souffrant. Donc l'idée que quelqu'un soit assez bon pour l'éviter est très erronée. Ce que Dana White a dit est vrai. Quiconque a déjà fait ça rencontre forcément des problèmes cérébraux, cela fait partie du métier. Je le félicite pour son honnêteté et sa franchise. La politique des coûts irrécupérables, c'est quand quelqu'un continue à faire quelque chose qui ne donne pas les résultats escomptés, parce qu'il a déjà investi du temps et ou de l'argent dedans, et qu'il ne veut pas perdre ce temps et cet argent. Beaucoup de personnes qui se consacrent à un sport le font dès leur plus jeune âge, donc au moment où ils sont assez grands pour comprendre les risques du sport. Il est peu probable qu'ils l'abandonnent, car leur vie et personnalité tournent autour de ce sport. Parfois, les revenus de toute leur famille dépendent de leur participation à ce sport. Cela rejoint un peu le biais d'optimisme, puisque tous ceux qui deviennent athlètes professionnels doivent croire qu'ils réussiront et deviendront riches grâce à leur talent. Mais bien sûr, ce n'est pas vraiment le cas. Le salaire médian d'un joueur de la National Football League est d'environ 860 000 $, ce qui semble évidemment beaucoup d'argent. Mais quand on prend en compte les impôts, les frais d'agent, les frais de gestion et les dépenses, c'est beaucoup moins. Et ce chiffre n'est pas permanent non plus. Les carrières sportives finissent avant 40 ans, il faut donc vivre les 30 années suivantes avec ce qu'on a accumulé jusque-là. La situation est similaire dans d'autres sports. Seuls les 1 à 3% du sommet deviennent riches, les autres gagnent bien moins. Cette carrière peut aussi être écourtée à tout moment par d'autres blessures. Certains diraient que le risque vaut la richesse, mais si vous perdez la mémoire à 50 ans, à quoi bon être riche si vous l'oubliez ? La culture masculine en général véhicule fortement l'idée que la blessure est une faiblesse, parler est une faiblesse, la douleur est une faiblesse, et que tout cela est le signe d'un homme qui a échoué en tant qu'homme. Ce type de pensée incroyablement toxique et dangereuse est omniprésent sur les réseaux sociaux grâce à certains individus. Cette mentalité est très contre-productive et cause de graves problèmes. Je pourrais faire une vidéo sur le fait que la santé psychologique des hommes est peu explorée et rapportée, car les vrais hommes doivent rester silencieux et stoïques. On s'attend à ce qu'ils encaissent et qu'ils vivent avec la douleur, ce qui, quand on pratique un sport violent et agressif 2 ou 3 fois par semaine, est une mentalité incroyablement néfaste. Et ce qui rend les choses encore pires, c'est que non seulement les hommes qui se blessent gravement et arrêtent sont ridiculisés pour cela, mais quand ils continuent à jouer malgré la douleur et les blessures, c'est célébré et on les considère comme de vrais hommes, des guerriers. Mais où sont ces gens quand tu souffres de lésions cérébrales, de dommages squelettiques à long terme, de tendons détruits? Il n'y a plus de foule pour t'acclamer à ce moment-là. Les gens t'oublient et te cachent parce qu'ils ne veulent pas accepter que le fait d'être un guerrier te réduit souvent à l'état d'un enfant physiquement et mentalement incapable, nécessitant des soins constants. C'est le cas dans chaque sport de contact. Cela cultive une culture où l'on joue malgré tout, les joueurs étant souvent encouragés à simplement ignorer la douleur, même lorsque la blessure est horrible, et ce déni continue souvent après la retraite.
Et je peux comprendre que cela doit être vraiment difficile d'admettre que la chose à laquelle tu as consacré toute ta vie, celle qui t'a rendu riche, populaire et couronné de succès, est aussi la raison pour laquelle tu n'arrives plus à te souvenir du nom de tes enfants ou de l'endroit où tu habites. Dans cet extrait de l'UFC, un combattant reçoit un coup de genou illégal et brutal au visage. Il aurait pu arrêter le combat et demander une assistance médicale. Au lieu de s'inquiéter pour sa santé, tout le monde l'a applaudi car il a continué à se battre et à recevoir des coups. Je tiens à dire ceci, car ça revient souvent et commence à m'énerver. Beaucoup de gens disent « Devrait-on » Anthony Smith aurait-il dû s'allonger après avoir pris ce coup de genou illégal et gagné le titre? Qui a dit ça? Ariel Helwani et plein d'autres personnes l'ont dit. Je crois qu'Ariel suggérait ou se demandait s'il aurait dû faire ça, un truc de mec soumis. C'est fou, parce que ce gars devrait être félicité. Il a encaissé le coup de genou, il allait bien et il n'a même pas pensé à abandonner. On devrait tous le féliciter. Pour ça, je me disais que cette habitude de vouloir être dur et de cacher ses blessures, c'est une mentalité très dangereuse dans n'importe quel sport de contact. Je pense que si les gens pratiquent encore des sports de contact malgré les risques, c'est parce qu'ils les ignorent ou ne les comprennent pas vraiment. Très souvent, les gens disent des choses comme « on doit tous mourir un jour » ou « je suis costaud, je peux encaisser », deux phrases qui sont pleines d'incompréhension. Le sport que vous pratiquez ne vous fera sans doute pas mourir, et la plupart des gens ne craignent pas vraiment la mort. Ils ont bien plus peur d'avoir une mauvaise qualité de vie. Pratiquer ces sports vise justement à éviter une mauvaise qualité de vie. Au lieu de mourir en cherchant la gloire, tu souffriras chaque jour de vives douleurs à la tête. Tu seras incapable de dormir et tu te sentiras déprimé et profondément triste sans raison. Et les jours de gloire pour lesquels tu t'es tant battu deviendront une expérience floue et difficile à se rappeler, comme une émission de télévision à peine mémorisée d'il y a très longtemps. Mourir n'est pas le problème. Vivre avec des lésions cérébrales, ça l'est. C'est vraiment facile d'expliquer à quelqu'un dans les symptômes de n'importe quelle maladie, mais le fait que ça n'ait jamais été vraiment démontré et que les gens n'en aient aucune expérience fait que ça peut sembler un peu distant et incompréhensible. Les patients atteints de cancer militent soudain pour la recherche, car ils prennent conscience de la gravité de la maladie en la vivant. J'imagine que beaucoup de gens savaient que les radiations étaient vraiment nocives pour le corps humain, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas réalisé à quel point c'était grave avant de regarder ma vidéo sur Hisashi Uchi et de voir que c'est vraiment une expérience horrifiante et torturante. Et je pense qu'on peut en dire autant pour l'électroconvulsivothérapie. La raison pour laquelle ce n'est pas un problème plus important et plus discuté, c'est parce que les gens manquent de contexte à ce sujet. Vous pourriez croire, vu la gravité et le ton de la vidéo, que je vais proposer d'interdire les sports ou certains aspects, mais je ne pense pas que ce soit la solution. Issu d'un milieu médical, j'ai une assez bonne compréhension de ce que signifie le consentement éclairé, et c'est ce qui manque dans le sport. Si quelqu'un passe un scanner, par exemple, le manipulateur radio doit informer le patient que l'examen ainsi que le produit de contraste radioactif qui va être injecté dans ses veines peuvent lui causer des dommages, puis laisser le patient décider lui-même si le risque en vaut la peine. Le personnel médical évite les termes « sûr » ou « dangereux » car rien en médecine n'est garanti comme sûr. À la place, ils vont se demander quel est le rapport bénéfice-risque, puis décider s'il vaut la peine de poursuivre en se basant sur cela. Je pense qu'il est nécessaire d'éduquer les personnes qui entrent dans un sport donné et de passer du temps avec quelqu'un qui souffre actuellement du type de lésion cérébrale qu'il pourrait éventuellement contracter. Il faut instaurer de meilleures protections pour empêcher la poursuite des personnes présentant ces lésions cérébrales. Le médecin de Mohamed Ali a indiqué qu'il avait souvent des problèmes et ratait parfois les examens neurologiques, mais restait autorisé à combattre. Les concurrents eux-mêmes se mettent aussi en danger en cachant leurs symptômes et en trompant les tests pour pouvoir continuer. J'ai appelé. Le médecin a confirmé un décollement de rétine, ils l'ont réparé, mais elle s'est redécollée. J'ai eu un glaucome. C'était de la malchance, un problème après l'autre. Tout a mal tourné avec un œil. Comment as-tu pu affronter Georges Saint-Pierre et réussir ses tests? Avec difficulté, en mentant, trichant et utilisant de faux codes.
J'ai menti à tellement de médecins. Il pourrait reconnaître un problème, mais persister car c'est ce que font les vrais hommes. Sans réaliser qu'ils seront les seuls perdants dans ce scénario. Ils deviendront un fardeau familial comme Mike Webster. Personne, moi y compris, ne veut voir ces sports disparaître. Passionné de hockey et de football, je ne voudrais pas les voir disparaître. Mais plus encore, je ne veux pas voir les personnes que j'ai encouragées et célébrées devenir des ombres baveuses et incohérentes d'elles-mêmes, sans aucun souvenir de ce qu'elles étaient autrefois. Je ne peux sincèrement pas imaginer une vie plus cruelle pour quelqu'un qui a été un pilier de force et de succès que de ne plus pouvoir se souvenir de tout cela et d'être dans la douleur physique et psychologique. Chaque jour, la réalité est que casques, gants, ballons plus légers et règles plus strictes sur mise en échec et bagarre ne suffisent pas à empêcher les dégâts. Cela arrivera. La vraie question est de savoir combien de dégâts vont se produire, et si vous compreniez vraiment ce que vous alliez sacrifier avant de le sacrifier. Et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour sensibiliser et éduquer sur le sujet des lésions cérébrales acquises dans le sport. Parce qu'à tous les niveaux, des organisateurs sportifs jusqu'aux compétiteurs eux-mêmes, il y a vraiment un énorme manque de compréhension de ce que cela peut signifier et de ce que vous allez sacrifier dans la poursuite de la gloire. Si vous y réfléchissez bien, ce sont les souvenirs qui font de nous ce que nous sommes. L'empathie vient des souvenirs, l'identité vient des souvenirs. On peut soutenir que l'âme humaine, si elle existe, est contenue dans nos souvenirs. Et c'est pourquoi les personnes qui n'ont plus de souvenirs semblent souvent comme des coquilles vides et creuses. Donc, perdre ses souvenirs, c'est comme perdre son âme. Et je pense que c'est un prix que tu devrais connaître, que tu dois payer avant d'avoir à le payer. Bonjour. Donc, ce que c'est moi qui explique ce qui ne va pas chez moi. Je suis déprimé depuis longtemps. Ma tête est assez perturbée et abîmée. Les voix et les démons dans ma tête ont commencé à dominer tout ce que je voulais faire. J'ai pris beaucoup de coups à travers le football. J'ai pris beaucoup de coups au football, j'ai eu beaucoup de commotions cérébrales et très souvent, je n'ai jamais parlé à personne de ce que je ressentais dans ma tête. Après un coup, j'ai continué à jouer, ce qui n'était pas intelligent, je le sais. Papa, je sais que tu es capable de faire ça et je veux que tu le fasses après mes funérailles, qui seront à cercueil ouvert. Je veux que mon cerveau soit donné pour être étudié. Je pense que ce sera une forme de clôture pour moi et pour vous, pour comprendre peut-être pourquoi j'ai eu des lésions cérébrales. Faites-le pour vous, j'aimerais que ce soit fait. Je veux que vous soyez heureux, que je sois libre et enfin en paix, car ces 4 dernières années ont été un enfer dans ma tête. Je t'aime, au revoir.